Ouverture ce mardi de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York aux États-Unis. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi va prendre la parole demain mercredi. L'éditorialiste Jean-Marie Kassamba va analyser ce sujet dans un instant. Détention de Stani Boujakera à la prison centrale de Makala. Le rassemblement de journalistes pour l'émergence du Congo sera en sit-in ce mercredi devant le ministère de la Justice pour dénoncer cette arrestation. Hier, qu'est-ce qui s'est passé avec la... Nous ferons une escale à Lubumbashi où les batteurs de cuivre et tailleurs de malachite éprouvent des difficultés pour travailler actuellement. La rareté des matières premières dans la province du Haut-Katanga est la principale cause. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. La 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU s'ouvre ce mardi à New York, aux États-Unis. Deux questions majeures seront débattues sur la République démocratique du Congo, la question sécuritaire et sur les questions des élections. Et comme annoncé, nous aurons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Monsieur Jean-Marie Kassamba, éditorialiste maison. Bienvenue à vous, Monsieur Jean-Marie. Merci. Monsieur Jean-Marie, à 3 mois du scrutin, aucun déploiement du matériel électoral n'a été effectué jusque-là. Le persiste en dépit des assurances de la CENI. Mais comment la RDC compte-t-elle convaincre les Nations Unies à l'accompagner dans l'organisation de ces élections? Ça serait très difficile, le discours que notre président va prononcer tout à l'heure aux Nations Unies, parce que les enjeux dans la sous-région sont assez problématiques, à la fois pour la RDC, mais également pour le pays de la sous-région. Vous vous rappelez que la MONUC était venue chez nous pour à la fois en finir avec l'instabilité qui s'était installée depuis 1997, parce qu'il y a eu la guerre d'agression en 1998, et la RDC avait demandé aux Nations Unies de venir intervenir chez nous. La MONUC est venue, ça ne s'est jamais terminé correctement. Ensuite, lorsque Mouzé a été assassiné, Joseph Kabila le remplace, son fils. Il a fait appel encore à l'intervention des Nations Unies, qui n'ont pas porté grand-chose, parce que même le dialogue intercongolais à Sun City, c'était plus l'Afrique qui a joué un rôle très important, notamment l'Afrique du Sud. Et on a changé cette mission en MONUSCO. La MONUSCO a, en 2010, participé timidement, ni été l'intervention des pays de la sous-région, notamment l'Angola, l'Afrique du Sud et même Congo-Brazzaville, on n'aurait jamais fait les élections de 2010, donc de 2011. Aujourd'hui, c'est encore plus difficile parce que la mission des Nations Unies est aujourd'hui presque aléatoire. Vers la porte. Beaucoup sont déjà partis, le matériel dispatché un peu partout. Il reste la partie incongrue de cette mission. Et les élections posent problème. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup d'équipements pour déployer à travers la République les kits, le matériel, notamment les bulletins de vote, les équipes, etc. Nous venons de perdre la Société nationale, qui est le Congo Airways, qui est tombé en faillite, oui. Et puis le pays est immense. Il faut un dispositif impressionnant. Donc ce sera très difficile que la CENI respecte le délai, soit dans le délai. On a écouté d'ailleurs il n'y a pas longtemps l'intervention du président de la CENI qui parle que depuis le mois de juin, les moyens financiers n'ont pas suivi. Oui. Et donc, ça va être très difficile pour que le calendrier soit respecté. Mais nous suivons de près. Le président de la CENI a commencé à mettre en place un cadre de concertation pour communiquer, etc. Mais ça sera difficile pour que les délais soient tenus. Est-ce que la RDC pourrait-elle laver son image à la tribune des Nations Unies demain mercredi lors de l'allocution du président de la République après les massacres du 30 août dernier à Goma et les arrestations dites arbitraires par les défenseurs des droits de l'homme? Écoutez, j'ai suivi l'éditorial de notre confrère José Naoué ce matin qui parle des condamnations, on va dire, rituelles du Rwanda. Certainement que le président va condamner encore cette agression rwandaise. Remarquez la sortie depuis 6 mois qui nous nargue pour dire si rien ne s'est fait, nous on ne partira pas de la RDC. Il parlait du M23 et du Rwanda en particulier. Il est temps que notre président aux Nations Unies
disent à la fois des choses qui seront suivies des faits à partir de la RDC. Il faut qu'on frappe, il faut qu'on arrive à prendre des mesures coercitives pour se faire respecter. Regardez ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Vous savez que cette Assemblée nationale, plutôt générale des Nations Unies, va se tenir sans les autres membres du Conseil de sécurité. Il n'y aura que Biden qui va intervenir, ni Macron, ni Xi Jinping, ni Poutine, moins encore les Chinois ne vont faire les déplacements de New York. Donc c'est pour vous dire que l'ONU a perdu un peu de sa superbe. Nous allons faire passer ce message, oui, certes, pour condamner l'agression qui est la nôtre, mais il faut que sur place, qu'il y ait la cohésion nationale, il faut qu'il y ait l'apaisement sur le plan politique, il faut qu'il y ait de l'ouverture, et surtout, il faut qu'on puisse faire sentir à ces pays qui nous agressent que nous sommes organisés depuis pour nous faire respecter au niveau sous-régional. Parce que si on continue à jouer un peu, je dirais, la politique de l'autruche, tout va bien, Madame la Marquise, ça sera compliqué. Au-delà du discours du président que tout le monde attend, ça va être, on va dire, oui, il a parlé aux Nations Unies, c'est bien, mais sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? Merci, M. Jean-Marie Kassamba, pour vos analyses. Je rappelle que vous êtes éditorialiste et patron de l'Espace 50. Merci, Madame. Le président de la CENI, Denis Kadima, s'est entretenu hier lundi avec Michel Ndiaye, représentante permanente de l'Union africaine en RDC. Le déroulement du processus électoral arrivé à une phase cruciale, ainsi que l'envoi d'une mission d'observation électorale sollicitée par l'UA, ont fait l'objet de leur échange. On écoute au sortir de l'audience. Je suis venue voir le président Denis Kadima, bien sûr. D'abord une visite de courtoisie pour discuter aussi du processus électoral. Vous savez que l'Union africaine est toujours partie prenante dans les élections, dans l'observation des élections. Et donc nous aurons aussi une délégation qui sera là pour venir visiter la CENI et monter bien sûr notre programme d'observation des élections à venir. La CENI organise en outre une énième série de cadres de concertation avec différentes parties prenantes au processus électoral. L'annonce a été faite hier lundi par son rapporteur Patricia Nseya. Ils porteront notamment sur la présentation des dispositifs électroniques du vote, autrefois appelés machines à voter. Dans sa logique de maintenir les échanges permanents avec les parties prenantes au processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante est heureuse de vous convier au cadre de concertation qui aura comme thématique la présentation du cadre légal et réglementaire de la publication des listes provisoires des électeurs et de bureaux de vote, la présentation du cadre légal de l'accréditation des observateurs, des témoins et des médias, mais aussi la présentation du dispositif électronique de vote. Le programme y afférent se présente de la manière suivante. Mercredi 20 septembre 2023, cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques. Le jeudi 21 septembre 2023, cadre de concertation avec la société civile. Et le vendredi 22 septembre, cadre de concertation avec les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec handicap et les peuples autochtones. Toutes ces rencontres auront lieu dans la salle des spectacles du Palais du Peuple à 8h30. Nous vous prions de venir retirer les invitations mardi 19 septembre 2023 au siège de la CENI, situé sur le boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombe. Nous souhaitons la bienvenue à tous les participants. Le Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo annonce un sit-in de grande envergure ce mercredi 20 septembre à partir de 9h juste devant les bâtiments abritant le ministère de la Justice. Cette manifestation sera sanctionnée par les dépôts d'un mémorandum exigeant l'abandon de poursuites et harcèlement judiciaire contre les journalistes. Consécutivement à notre ultimatum de 72 heures lancé aux autorités compétentes pour la libération immédiate et sans condition de l'infortuné, nous en appelons à un sit-in ce mercredi 20 septembre à partir de 9h devant le bâtiment abritant le ministère de la Justice.
Cette manifestation sera marquée par le dépôt d'un mémorandum exigeant l'abandon de poursuites et harcèlement judiciaire contre le journaliste. À cet effet, nous lançons vivement un appel à la solidarité entre nous, les confrères journalistes, et tous les organes corporatifs des journalistes. Cet appel est également lancé aux ONG et structures de défense et de promotion des droits de l'homme et de la liberté de la presse, aux étudiants des institutions universitaires qui enseignent le journalisme et la communication, de s'associer à cette démarche qui va de l'intérêt de notre jeune démocratie. Et puis, face à cette situation, l'Association africaine pour la défense des droits de l'homme, AZADO, est montée au créneau pour dénoncer les arrestations répétées du journaliste. Son président, Jean-Claude Katene, pense que tout ceci est contradictoire avec l'état de droit inventé par le pouvoir en place. On l'écoute. Les arrestations dont les régimes du président Tshisekedi se rend coupable sont totalement en contradiction avec l'état de droit. On ne peut pas concevoir un état de droit sans liberté d'expression, sans liberté de la presse. Et ce qui est inquiétant ici, c'est le fait que les discours publics vont dans le sens de l'état de droit, mais les actes qui sont posés tous les jours violent le même état de droit. C'est un échec total du régime actuel. Face à cette énième arrestation de journalistes, l'Association africaine de défense des droits de l'homme, AZADO, se pose énormément de questions en ce qui concerne la protection des droits des journalistes, mais aussi leur sécurité. Cette situation nous inquiète énormément et nous demandons au gouvernement congolais de donner des détails sur ce qui constitue l'infraction ou les infractions commises par ces journalistes pour qu'ils soient appréhendés et mis en détention. De manière générale, l'AZADO dénonce cette recrudescence des violations des droits des journalistes comme des autres citoyens dans un contexte qui nous conduit vers les élections générales. Les arrestations dont les régimes du président Tshisekedi se rendent coupables sont totalement en contradiction avec l'état de droit. On ne peut pas concevoir un état de droit sans liberté d'expression, sans liberté de la presse. Le procès du bras droit de Moïse Katumbi Salomo Kalonda est renvoyé au 25 septembre prochain, après que la défense ait soulevé plusieurs exceptions d'incompétence, estimant que leur client est un civil. Il lui est reproché d'entente avec des officiers rwandais de trahison et de complicité avec la rébellion du M23. Un détail dans cet élément de Jean-David Kilolo. Autant cette situation que j'ai vue aujourd'hui, avec ces procès de la honte, peut m'emporter. Et donc, j'ai exigé d'être présent. C'est la deuxième comparution de Salomon Escadella dans l'affaire qui l'oppose au ministère public, accusé des trahisons, d'entente avec des officiers rwandais et des complicités avec la rébellion du M23. Le bras droit de Moïse Katumbi Chapwe, visiblement affaibli par la maladie, mais déterminé à en découdre avec la justice de son pays, qui juge d'ailleurs ce procès de la honte, a voulu se présenter devant ces juges. Monsieur Salomon Idi Kalonda Dela d'estimer qu'il est face à un procès de la honte. N'en déplaise au ministère public, mais nous allons articuler les éléments objectifs, légaux ainsi que jurisprudentiels, sous une trame constitutionnelle pour démontrer en quoi nous sommes dans un procès de la honte. Ce procès de la honte, ce n'est pas lié à la magistrature qui fait son travail, ce n'est pas lié au ministère public qui fait un travail de qualité, c'est lié aux personnes qui ont voulu nous amener aujourd'hui dans une affaire qui n'aurait pas dû avoir lieu. Transféré dans un centre hospitalier pour aggravation de son cas, entouré de plus de 20 avocats.
La défense de Salomon Kalonda a plaidé l'incompétence de la Cour pour juger leur client, soutenant que ce dernier est incivil. Les avocats ont émis des réserves quant à la régularité de la procédure, demandant l'annulation de l'ensemble des procès-verbaux en raison de la détention jugée inconstitutionnelle. La prochaine audience de Salomon Escadela est prévue la semaine prochaine, où le ministère public devra répondre aux arguments présentés par la défense de Salomon Escadela. Début hier lundi à Kinshasa de la formation de la 5e promotion de l'inspecteur de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Durant 3 mois, ces hommes et femmes vont apprendre comment appliquer strictement les lois de la République. Et c'est le directeur du cabinet du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui a donné les goûts. Ils sont venus de l'ensemble du territoire national et vont passer 3 mois à apprendre la formation des inspecteurs. La 5e promotion de l'inspection générale de la police nationale congolaise a été lancée ce lundi 18 septembre 2023 à Kinshasa. L'IGPNC a pour rôle de contribuer à l'amélioration du fonctionnement de l'ensemble des services de la police et des liens avec la population. Pour Norbert Yamba, directeur des cabinets du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, un corps qui n'apprend pas ne peut pas évoluer. La République tient absolument à une formation de qualité et j'en suis convaincu avec le profil des formateurs retenus. Il y aura sans doute une valeur ajoutée. L'inspecteur général de la PNC, le commissaire divisionnaire Patience Mouchidiav a rappelé l'importance de cette formation. Les cachets pour la 5e promotion, 1, c'est la rigueur. 2, c'est de doter une capacité administrative et opérationnelle à ces inspecteurs. 3, c'est faire appliquer, comme nous le disons, les lois, les règlements, les directives et les instructions du gouvernement aux policiers congolais. Nous allons travailler avec la 5e promotion. Et vous savez très bien que le Congo est grand. Jusqu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à implanter les antennes sur toute l'étendue du Congo. Cette promotion, qui est la 5e, va nous aider à compléter la présence des antennes de l'inspection générale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette formation est facilitée par les partenaires internationaux de l'IGPNC, notamment la MONUSCO et l'Union européenne. Le franc congolais s'est déprécié davantage malgré les nombreuses interventions de la Banque centrale du Congo sur le marché et la hausse de son taux directeur. 2600 francs congolais équivaut à $1 américain en parallèle depuis le lundi 11 septembre et 2451 francs congolais à l'indicatif. Pour les différents cambistes approchés par la rédaction, la responsabilité revient au gouvernement congolais. Il y a 2 mois, la Banque centrale du Congo avait injecté 150 millions de dollars, un niveau 3 fois plus supérieur à celui de sa précédente intervention du mois de juin. Au cours de la période de déroulement de jeu de la francophonie à Kinshasa, les taux d'échange avaient considérablement basculé de 2600 à 2200 à la grande satisfaction de la population congolaise. Mais à la surprise générale, il a été revu à la hausse juste après cet événement. En petit débrouillard, le changeur, appelé communément cambiste, ne font que subir les conséquences du taux proposé par le Grand Bureau d'échange. Il estime par ailleurs que le taux d'échange découle de la volonté des opérateurs économiques. Le taux d'échange dépend de l'opérateur économique. Le taux d'échange dépend des opérateurs économiques. Celui qui détient plus de francs gagne le marché. Celui qui détient la capacité d'augmenter et de baisser le taux. Face à cette situation, les économistes estiment que le gouvernement devrait apprendre à se ressaisir. Le gouvernement doit apprendre à se ressaisir. Il faut que la quantité de la masse monétaire en devises injectée sur le marché arrive à éponger la demande. Le gouvernement actuel a eu à injecter 150 millions de dollars d'après ce qu'on nous a dit. Mais cela répond à quel besoin? Parce que nous constatons aujourd'hui que la demande reste supérieure à l'offre. Et naturellement, ça crée des conditions d'instabilité de la monnaie. Il fallait tenir compte de cela parce que la demande en devise est estimée pratiquement à 500 à 600 millions de dollars la semaine. Injecter 150 millions de dollars ne veut pas dire que vous avez résolu le problème. Il est donc nécessaire d'amorcer un vaste programme d'assainissement budgétaire et améliorer la gestion de la trésorerie de l'État.
Direction l'Équateur à Mbandaka, le président national d'Ensemble pour la République a procédé à la réhabilitation et a équipé l'école Losanganya, longtemps restée dans un état d'abandon. C'est la députée nationale Tania Mokolo qui a procédé à la remise officielle de clés après sa modernisation. Construit depuis 1979, le vieil bâtiment scolaire a vu les travaux de réhabilitation s'achever depuis juillet dernier. La nouvelle bâtisse, abritant en son sein l'école primaire Losanganya et l'Institut Malembe-Lembe, a été officiellement remis aux autorités éducatives de Mbandaka en présence de plusieurs milliers de membres du parti politique Ensemble pour la République, du bourgmestre de la commune de Ouangata, ainsi que la population venue nombreuse dans le but de soutenir cette initiative salutaire de l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga. Dans son allocution, l'envoyé spécial de Moïse Katumbi a déclaré ce qui suit. L'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde. C'est avec honneur et fierté que je vous accueille aujourd'hui pour inaugurer les locaux réhabilités du lycée Losanganya. C'est beau à voir. Un beau tableau qui cadre avec la vision chère à notre président Moïse Katumbi Chapwe, un Congo relevé, un Congo bienveillant. La députée nationale Tania Mokolo Njoli a ensuite encouragé les bénéficiaires à s'approprier ces joyaux architecturales constitués d'un bâtiment de 13 salles alimenté par les panneaux solaires, éclairés jour et nuit, une salle informatique, un terrain de football et un terrain de basket. Mais nous les encourageons aussi à prendre leurs responsabilités et en prendre soin comme on prend soin d'un nouveau-né. Car vous avez devant vous l'avenir, le futur. De son côté, le directeur de l'EPE Losanganya a promis de faire un bon usage de cette infrastructure et a remercié le président de Ensemble pour la République pour avoir tenu sa promesse. Il a par ailleurs encouragé Moïse Katumbi de continuer à entreprendre de telles initiatives au profit de l'enfant congolais. Le projet intégré de croissance agricole dans le Grand Lac Picagel a tenu une réunion d'information à l'intention des acteurs de la société civile, ceux des mouvements citoyens et des journalistes, question de leur informer sur l'état d'avancement de ces activités dans la province du Sud Kivu. Une réunion au cours de laquelle il a invité ces acteurs à s'impliquer dans la sensibilisation de bénéficiaires du projet en vue de l'appropriation et la pérennisation de ces acquis. C'était un face-à-face cordial qui a permis aux acteurs de la société civile, ceux des mouvements citoyens et des journalistes, de prendre suffisamment connaissance sur l'état d'avancement des activités du projet Picagel dans la province du Sud Kivu. D'entrée de jeu, le coordonnateur provincial du projet Picagel, Damas Boulouboulou, a brossé succinctement diverses réalisations. C'est notamment dans le domaine des infrastructures routières. Avec Inops, le projet a réhabilité 324 km de routes de dessert agricole, ce qui a permis de fluidifier les échanges commerciaux avec l'exportation des produits agricoles vers les centres-villes. Il y a aussi la construction de 21 centres communautaires de transformation de manioc. Aujourd'hui, des dizaines de sacs de farine sont produits chaque jour à travers la province. Le projet a aussi réhabilité et équipé des laboratoires à l'INERA et au CRSN-Luiro. Également à l'ITA, au Picagel, a mis en place une usine de production d'aflacef qui permet aujourd'hui de lutter contre les intoxications d'aflatoxines dans les cultures de maïs et sorgho. Voilà autant de réalisations qui ont séduit les participants. Avec cette réunion d'information, on a été édifié vraiment par rapport à ce que Picagel est en train de réaliser sur le terrain. Et nous savons que cela, c'est très très bénéfique pour la population, c'est très bénéfique pour notre province. Avec laquelle nous venons de terminer cette réunion d'information. Le projet Picagel a aussi développé le secteur aquacole avec la mise en place d'une écloserie et une provanderie à Kachoucha. Ces deux unités ont une capacité de production de 7 tonnes d'aliments par jour et 150 000 alevins dans 21 jours. Résultat, le poisson tilapia inonde déjà le marché de Bukavu grâce à ces cages flottantes sur le lac Kivu. Beaucoup a été fait. Le projet Picagel passera, quant aux bénéficiaires et les acteurs locaux, de pérenniser les acquis de ce vaste programme du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale. Dans le reste du continent, en Libye, une semaine après les inondations meurtrières à Derna, l'ONU a mis en garde lundi contre la propagation de maladies alors que les secouristes cherchent toujours les corps de milliers de disparus présumés morts sur le terrain. Les ONG misent en priorité sur la fourniture d'eau, de nourriture et d'assistance médicale et psychologique pour soulager des habitants traumatisés par la catastrophe.
Dans cette crise catastrophique que traverse la Libye, l'Organisation des Nations Unies manifeste son inquiétude pour la population libyenne. Elle estime qu'une propagation des potentielles maladies peut apparaître d'un moment à l'autre. Des équipes de 9 agences onusiennes étaient présentes sur terrain à Derna et d'autres villes de l'Est pour fournir de l'aide et du soutien aux personnes touchées par la tempête Daniel. De son côté, le Centre libyen de contrôle des maladies a interdit aux habitants de boire l'eau du réseau local. Alors que l'ONU fait son constat du risque, l'Organisation mondiale de la santé et la Croix-Rouge de leur côté rappellent que les cadavres des catastrophes naturelles et des conflits ne présentent généralement pas de risque pour la santé. Mais dans le cas libyen, ce risque est réel au point de constituer le second enjeu de l'aide humanitaire après la recherche et le sauvetage de personnes rescapées. En réalité, c'est la consommation d'eau viciée, voire son simple contact avec la peau, qui peut entraîner des diarrhées et des maladies comme l'hépatite A, la leptospirose ou la fièvre typhoïde, car les corps peuvent laisser échapper des excréments et contaminer les sources d'eau, précisent les deux organisations. Une dizaine d'humanitaires de Médecins sans frontières présents en Libye a déjà fait état de 44 cas de diarrhée. Ces infections peuvent être mortelles pour les enfants de moins de 5 ans. Le choléra particulièrement mortel et dont la contagiosité est très élevée, on peut en mourir en quelques heures en cas d'absence de soins. L'Organisation mondiale de la santé estime vital de renforcer la surveillance et le contrôle des maladies infectieuses, en particulier pour les quelques 35 000 personnes déplacées par la crise. Faute de personnel et de matériel, des centres de santé dans des zones touchées ont fermé. Humanitaires et Nations Unies ont déjà confirmé leur intention de rétablir le fonctionnement de ces établissements. L'OMS estime avoir envoyé presque 60 tonnes de fournitures médicales pour pallier ces carences. En sport, après sa défaite contre Sékou Kouné Samessi en Afrique du Sud, le FC Saint-Éloi Lupopo prépare déjà la manche retour qu'il va jouer au Stade des Martyrs. Le président de coordination des supporters de Lupopo, Cédric Chizaïnga, appelle les supporters de Kinshasa à une mobilisation totale pour que les cheminots renversent la vapeur à Kinshasa. On l'écoute. C'était une réunion de réarmement moral et aussi une réunion stratégique pour essayer de voir comment le Popo peut remonter et, n'est-ce pas, avoir cette qualification qu'on a tendance à rater. Le message, c'est d'abord que tous les supporters comprennent qu'il faut y croire. Ce n'était qu'une manche aller, il y aura la manche retour. Nous avons été battus 3-1. Nous pensons qu'avec 2 buts, nous pourrons remonter et avoir cette qualification. Donc nous y croyons parce que cette année, le Popo qui était en phase de groupe l'année passée aimerait aller plus loin. Alors c'est juste un message d'encouragement et donner à tout le monde que nous devons activer les batteries dans tous les sens, dans la façon de supporter l'équipe et toutes les stratégies possibles qu'on a autour du match de football pour que ça puisse être une réussite. C'est d'être d'abord nombreux, de venir au stade très nombreux, c'est d'être là et qu'on comprenne tous que c'est une affaire de toutes les équipes du Congo, c'est une affaire du pays, c'est le pays qui est représenté. Donc tous les supporters, tous les sportifs congolais puissent être là pour accompagner le Popo. Et nous pensons qu'avec les 2 matchs qu'on aura avant ces matchs d'Afrique de la NAFoot, ça pourra aussi remonter le niveau de l'équipe et pourquoi pas permettre à ce que nous puissions améliorer et corriger de nos erreurs. Mais nous pensons que ce sont des Congolais qui vont jouer, donc ce n'est pas vraiment un terrain neutre pour nous, le Popo. C'est comme ça que nous invitons les supporters des Vita Club, des Imana et même des Mazembe et d'autres équipes qui sont à Kinshasa de venir accompagner l'équipe du Congo parce que la qualification de le Popo sera au moins le maintien de l'honneur de la RDC au niveau africain et ça permettra à ce que le drapeau du Congo puisse être encore hissé plus haut. Prenons le rappel des titres. Ouverture ce mardi de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York aux États-Unis. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi va prendre la parole demain mercredi. L'éditorialiste Jean-Marie Kassamba a analysé ce sujet dans ce journal. Détention d'Estani Boujakera à la prison centrale de Makala. Le rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo sera en sit-in ce mercredi devant le ministère de la Justice pour dénoncer cette arrestation. Et nous avons fait une escale à Lubumbashi où les batteurs de cuivre et tailleurs de Malakite éprouvent des difficultés pour travailler actuellement. La rareté des matières premières dans la province du Haut-Katanga est la principale cause.
Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant. Héritier Tamboua nous rejoint pour la revue de presse. Bienvenue à vous. Merci beaucoup Bédrine et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. On ouvre avec le sujet en rapport à la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Félix Tshisekedi entame une mission de près d'une semaine à New York. Oui, c'est comme ça que titre le média 7 sur 7, selon ces médias en ligne. L'agenda du séjour du chef de l'État à New York est bien rempli avec notamment un forum sur les objectifs des développements durables ODD en abrégé, plusieurs audiences et séances de travail. Le président Félix Tshisekedi se rendra ensuite à Washington, ajoute 7 sur 7, pour des rencontres de travail sur le même sujet. Bédrine, le média Radio Okapi titre pour sa part RDC, sécurité et processus électoral au cœur de l'agenda de Félix Tshisekedi à New York. À en croire le média onusien, le président Tshisekedi est arrivé dimanche 1er septembre à New York, aux États-Unis, pour participer à la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Il prendra parole à la tribune des Nations Unies mercredi 20 septembre, selon la cellule de communication de la presse présidentielle. Il y évoquera notamment des questions sécuritaires dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, Forum des As écrit quant à lui: ONU dénonçait rituellement le Rwanda et après, pour le tabloïd, ce serait pas une surprise d'entendre les chefs de l'État congolais dénoncer demain du haut de la tribune des Nations Unies pour la énième fois l'agression rwandaise. À la chute, bien sûr, de cet article de presse, le média rapporte que pour son ultime grand oral du quinquennat finissant devant l'Assemblée générale de l'ONU, il faudra donc bien plus que la condamnation de routine et de principe pour que Fati convainque les Congolais, en particulier ceux habitant l'est du pays, lui qui avait subordonné la réussite de son mandat à la pacification de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et votre deuxième sujet, c'est à l'ère de la gouvernance des résultats. Le directeur général Freddy Mwamba a été primé manager patriote par Sayan ONG. Je me demande pour quel but? Absolument. D'ailleurs, c'est le sujet à la une du média Avis d'Afrique qui rapporte que Sayan ONG a résolu de décerner les diplômes de mérite patriotique au directeur général du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification, Monsieur Freddy Mwamba Kaninda. Nous devons avant tout, Bédrine, noter que depuis l'avènement du comité Freddy Mwamba, il s'est ouvert une nouvelle ère d'acquisition et de modernisation de l'outil de travail. À cet effet, un programme a été élaboré par la haute direction pour doter le CEC des équipements de la dernière technologie afin de soutenir les efforts du gouvernement dans la maximisation de recettes. Pour Sayan ONG Bédrine, rapporte Avis d'Afrique, le numéro 1 du CEC, Freddy Mwamba Kaninda, mérite leur prix de manager patriote au motif qu'il s'est révélé comme un élément clé et indispensable du développement de l'organisation. Et à ce même sujet que rapporte le média sur les questions autour de l'évolution qualitative justement dans la gestion du CEC. Oui, le média ajoute que si beaucoup ont pu observer cette évolution qualitative dans la gestion de l'organisation, très peu ont pensé jeter des fleurs, Bédrine, à l'artisan principal de cette gestion orthodoxe, à savoir le DG Freddy Mwamba, comme pour préparer cette injustice, pour réparer cette injustice, Sayan ONG a décidé de célébrer les capacités managériales et intellectuelles du patron de l'organisation, car il retient plusieurs réalisations à l'actif du DG Freddy Mwamba Kaninda. Il s'agit de l'acquisition par le CEC d'un
laboratoire chimique moderne installé dans la ville de Kolwezi. Nous sommes là au Lualaba. Un autre critère, Bédrine, pour finir, qui était pris en compte par le jury de Sayan ONG pour opérer son choix sur le DG Mwamba, c'est sa lutte aux côtés ou à côté du gouvernement de la République et de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce mardi, Bédrine King. Merci Titamboa pour toutes ces précisions. Je vous en prie. À vous également, merci d'avoir suivi ce journal. Rejoignez-nous dans Balamboka Congo via YouTube pour plus d'infos. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.